Bonsoir. Un petit bouquin que j'avais trouvé dans les années, 78-80 par là. En fait, c'est un petit bouquin que j'avais trouvé sur les quais aux alentours de Saint-Michel, là, chez les bouquinistes. Voilà. Donc c'est d'un certain Georges Fillou et ça s'appelle Pour une dialectique de la connerie. Pour une dialectique de la connerie, avant-propos de Charles Autran. Le prendre de haut, c'est là sans doute la position qu'a acceptée la Société des hautes études connosophiques et, par conséquent, l'auteur du présent essai. Cette position, qui est aussi bien celle de l'œil qui regarde que celle du bras qui envisage d'agir, qui devrait l'être en tout cas pour que regard et action fussent efficaces et que le regard ne soit pas vide et l'action vaine, il faut bien l'avouer qu'elle est rarement choisie et exceptionnellement maintenue. Il s'agit d'une position délicate et non pas incertaine, mais qui appelle beaucoup de courage, d'abnégation et, il faut bien le dire, de hauteur d'âme. Ce n'est pas le point de vue de Sirius qui est ici exposé, mais celui de l'homme de notre monde, qui sait voir, juger et nommer exactement les choses, les êtres et les situations. Pour que ce jugement, cette vision, ce baptême soit possible, il faut le prendre de haut. Et déjà, nous revenons aux sources de notre propos. Qu'est-ce, en vérité, que le prendre de haut? Sans doute, appeler les choses par leur nom, et un chat, non ce qu'on voudrait nous faire dire, car la connerie adhère à l'homme. Elle met consubstantielle de telle sorte que pour la supprimer, il suffit de supprimer l'homme de ce monde. Nous ne nous y résolvons pas, assurés que d'autres planètes supportent d'autres formes de vie vivante, sensibles à l'éloge, aux marques extérieures de respect et à l'évidence de la hiérarchie. Nul doute que l'action d'une société des hautes études connosophiques soit sur le point d'y exercer, si elle ne s'applique pas déjà à son œuvre dénonciatrice, car ce n'est pas impudemment que l'on clame la vérité, c'est-à-dire l'évidence, et ce que l'on consent enfin à appeler par son nom, et qui n'a pas encore été nommé. L'admirable jeu dont on va lire la règle dialectique est à la portée de tous. Mieux, c'est un jeu nécessaire qu'il convient de ne pas négliger si l'on veut seulement survivre. Chacun trouvera là ses propres pensées et, pour les moins purs, ses propres écrits, non pas travestis, mais transcrits en clair. Jusqu'aujourd'hui, il se leurrait. Il le prenait de bas. C'est la bassesse des autres qui le justifiait. Tout naturellement, il se mettait à son niveau. Par le truchement de ce jeu, il va pouvoir se regarder en face et toiser son interlocuteur. L'autre, la vie, une situation mondaine. Le propre de cet essai est d'être une règle et une introduction. Il conduit à une plus exacte connaissance, à une plus équitable mesure, à un jugement plus sûr. Peut-être ne libérera-t-il pas l'homme, du moins lui enseignera-t-il pourquoi il ne peut pas être libéré. De la connerie avant toute chose, et pour cela préfère l'impair. Avant que d'entrer dans la recherche difficile de la connerie, il convient de remarquer que, par une sorte de fatalité, les choses dont on parle le plus parmi les hommes sont assez ordinairement celles qu'on connaît le moins, et que telle est, entre beaucoup d'autres, la nature de la connerie. Tout le monde juge de la connerie, la reconnaît dans les ouvrages de la nature ou dans les productions des arts. On accorde ou l'on refuse cette qualité à tout moment. Cependant, si l'on demande aux hommes du goût le plus sûr et le plus exquis quelle est son origine, sa nature, sa notion précise, sa véritable idée, son exacte définition, si c'est quelque chose d'absolu, de relatif, s'il y a une connerie éternelle, immuable, règle et modèle d'une connerie plus vulgaire, s'il y a une essence de la connerie qui précède en nous l'idée même d'existence, ou s'il en est de la connerie comme des modes, on voit aussitôt les sentiments partagés, les uns avouer leur ignorance, les autres se jeter dans le scepticisme. Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d'accord qu'il y ait une connerie, qu'il y en ait tant qui la sentent vivement où elle est, et que si peu sachent ce que c'est?
Pour parvenir, s'il est possible, à la solution de ces difficultés, nous aurions aimé pouvoir nous appuyer sur l'autorité de quelques grands auteurs, quitte à proposer ensuite nos idées sur le même sujet. Mais si les dires importants de l'homme et des dieux nous sont vaille que vaille parvenus à travers les âges, on ne peut que regretter la pauvreté ou même l'absence de nos références à l'égard des conneries ancestrales. Malgré tout le soin apporté à nos recherches, il ne nous a pas été possible de trouver tant chez les anciens que chez les modernes de sommes, d'études ou même de simples essais spécialement consacrés au sujet qui nous occupe. Les Grecs, pourtant si habiles à manier l'abstraction, semblent avoir tout ignoré de la gnostique et le conatus latin ne signifie rien de plus que ce qu'il indique. Il n'y entre encore aucune idée abstraite. Toutefois, suivant un processus cher à la philosophie hégélienne, la négation des qualités propres à l'organe ainsi que les vicissitudes du langage ont progressivement chargé ce terme d'une ambiguïté redoutable, sans toutefois lui faire perdre son caractère d'évidence. Or, ainsi que l'indique M. Merleau-Ponty dans sa leçon inaugurale faite au Collège de France le 15 janvier 1953, le philosophe se reconnaît à ce qu'il a inséparablement le goût de l'évidence et le sens de l'ambiguïté. Cette analogie troublante méritait bien d'être signalée et son étude exhaustive devrait nous conduire à un renouvellement complet du dialogue introspectif, peut-être même au dévoilement du toujours mystérieux « je est un autre ». Quoi qu'il en soit, l'idée de connerie est une des premières qui nous frappe. Elle occupe une place privilégiée parmi les données immédiates de la conscience. Elle nous est aussi familière que la notion même d'existence. Nos jugements les plus fréquents tombent sur des conneries particulières, et le grand usage de la langue et du monde suffit pour nous diriger. Nous ne faisons que répéter ce que nous avons entendu toute notre vie, mais qu'est-ce que cette connerie que nous attribuons si infailliblement aux situations, aux objets ou aux êtres ? Voilà une question qui ne saurait être résolue qu'après mûre réflexion et que notre Académie n'est peut-être pas encore en mesure d'aborder, bien que, depuis près de 300 ans, elle soit occupée à définir notre vocabulaire. Con est un terme qui s'applique à une infinité d'êtres, mais quelque différence qu'il y ait entre ces êtres, il faut que nous fassions une fausse application du terme con, ou qu'il y ait dans ces êtres une qualité dont le terme con soit le signe. Cette qualité ne peut être du nombre de celles qui constituent leurs différences spécifiques, car ou il n'y aurait qu'un seul être con, ou tout au plus une seule espèce de con. Mais entre les qualités communes à tous les êtres que nous appelons cons, laquelle choisirons-nous pour la chose dont le terme con est le signe ? Laquelle ? Ce ne peut être que celle dont la présence les rend tous cons, dont la fréquence ou la rareté, si elle est susceptible de fréquence ou de rareté, les rend plus ou moins cons, dont l'absence les fait cesser d'être cons, qui ne peut changer de nature sans faire changer le con d'espèce, et dont la qualité contraire rendrait les plus cons intelligents et spirituels, celle, en un mot, par qui la connerie commence, augmente, varie à l'infini, décline et disparaît. Or, il n'y a que la notion hégélienne de contradiction dialectique susceptible de tels effets. J'appelle donc con hors de moi tout ce qui est susceptible de rompre dans mon entendement l'idée de rapport dialectique et con par rapport à moi tout ce qui réveille cette idée. J'en accepte cependant les qualités relatives au goût et à l'odorat. La connerie comme l'argent n'a pas d'odeur. Quand je dis tout ce qui est susceptible de rompre dans mon entendement l'idée de rapport, ou tout ce qui réveille cette idée, c'est qu'il faut bien distinguer les conneries qui sont dans les objets et la notion que j'en ai. Mon entendement ne met rien dans les choses et n'en ôte rien. Que je pense ou ne pense point à une pièce de Claudel,
toutes les répliques qui la composent n'en ont pas moins telle ou telle signification et tel ou tel arrangement entre elles. Qu'il y eût des spectateurs ou qu'il n'y en eût point, elle n'en serait pas moins ce qu'elle est, mais seulement pour des spectateurs possibles constitués de corps et d'esprit comme nous, car pour d'autres, elle pourrait n'avoir aucun caractère de connerie, ou même paraître belle. D'où il s'ensuit que, quoi qu'il n'y ait pas de connerie absolue, il y a deux sortes de conneries par rapport à nous, une connerie réelle et une connerie aperçue. Quand je dis tout ce qui rompt en nous l'idée de rapport, je n'entends pas que pour qualifier une réplique claudelienne, il faille apprécier exactement le rapport qui vient d'être perturbé en nous. Je n'exige pas que le spectateur soit en état de découvrir ce que l'auteur lui-même a pu ignorer. Il suffit qu'il aperçoive et sente que les rapports composant les situations connoncielles successives se sont trouvés rompus et en désharmonie, soit entre eux, soit avec d'autres objets. C'est justement l'interdétermination de ces ruptures, la facilité de les saisir et le plaisir, il faut bien l'avouer, qui accompagnent leur perception, qui ont fait imaginer que la connerie était plutôt une affaire de sentiment que de raison. Placez la connerie dans la perception des ruptures dialectiques et vous aurez l'histoire de ses progrès depuis la naissance du monde jusqu'à aujourd'hui. Choisissez pour caractère différentiel de la connerie en général telle autre qualité qui vous plaira, et votre notion se trouvera tout à coup concentrée dans un point de l'espace et du temps. La perception des rapports contraires est donc le fondement de la connerie. Mais qu'entendez-vous par rupture de rapport dialectique, me demandera-t-on? N'est-ce pas changer l'acception des termes et de donner le nom de con à ce qui n'a jamais été regardé comme tel? Certains pensent que dans notre langue, l'idée de con soit toujours jointe à celle de grandeur, et que ce ne soit pas définir la connerie que de placer sa différence spécifique dans une qualité qui convient à une infinité d'êtres qui n'ont ni grandeur ni sublimité. Voilà, me semble-t-il, sinon la seule, du moins la plus forte objection qu'on puisse me faire. Bien qu'il soit assez simple d'y répondre, si l'on remarque que, par une sorte d'anthropoconisme bien excusable, les conneries qui nous paraissent les plus importantes sont sans contestation celles qui nous affectent le plus, et que telle est par destination la connerie militaire. Le caractère de grandeur qui s'y trouve attaché nous aveugle et nous fait oublier d'autres caractéristiques plus générales et aussi plus essentielles. En réalité, où l'on considère les ruptures dialectiques dans les mœurs, et c'est le con moral, dans les ouvrages de la nature, et c'est le con naturel, dans la production des arts, et c'est le con esthétique, où l'on les considère relativement à l'exercice de certains états, tels l'Église, l'armée ou la magistrature, et c'est le con religieux, militaire ou de robe. Dans quelques objets et sous quelque forme que nous la considérions, la connerie revêtira ainsi différents aspects, et le con prendra différents noms, selon qu'il excitera en nous la perception d'un plus grand nombre de rapports antagonistes. Suivant la nature de ces ruptures, le con sera joli, beau, plus beau, très beau, ou sale, petit, grand, pauvre, sacré, sublime, ou tragique, béni, outré, refoulé, jeune, vieux, burlesque, frivole ou plaisant, ou ce serait faire un ouvrage immense que de vouloir entrer dans tous ces détails. Cependant, il ne faut pas multiplier le nombre des contradictions dialectiques à l'infini, car la connerie ne suit pas cette progression. Nous n'admettons de rupture de rapport dans les belles conneries que ce qu'un bon esprit en peut saisir nettement et facilement. Mais qu'est-ce qu'un bon esprit ? Où est ce point dans les ouvrages en deçà duquel, faute de rupture de rapport, ils sont trop punis et au-delà duquel ils sont chargés par excès ? Ici commencent les contestations. Tous conviennent qu'il y a une connerie. Quel est le résultat de rupture dialectique ? Mais selon qu'on a plus ou moins de connaissances, d'expérience, d'habitude de juger, de méditer, de voir,
plus d'étendue naturelle dans l'esprit, on dit qu'une connerie est pauvre ou riche, confuse ou remplie, mesquine ou chargée. Les développements qui peuvent être tirés de ces prémices sont immenses, leurs conséquences incalculables. Mais avant d'aborder la partie proprement métaconique de notre exposé, il nous a paru utile de cerner les principales acceptions du mot en présentant au lecteur quelques aphorismes et réflexions qui auraient pu naître sous la plume de nos plus distingués moralistes et théologiens si ce terme n'avait été injustement banni de notre écriture. Nous en rapportant la sagacité de l'esprit humain, nous ne doutons pas qu'à force de voir les expressions non définies de con, connerie, connard, etc., employées selon la même acception dans un grand nombre de phrases, où ces signes seront les seuls inconnus, le lecteur ne tardera pas à en apprécier la valeur. Nous espérons ainsi écarter quelques amphibologies fréquemment introduites par des négligences de langage ou des affêteries de style, montrer les richesses insoupçonnées de ce terme et en permettre l'emploi plus facile et plus judicieux. Le mot connerie est intraduisible. S'il ne l'était pas, les Français l'emploieraient beaucoup moins. Ils l'emploient précisément à cause de l'indéterminité qu'ils y mettent et qui en fait un mot très convenable à la dispute des mots et des couleurs. La connerie est partout comme Dieu, parfois à un endroit, parfois à un autre, et souvent même ailleurs. C'est l'homme qui fait la connerie du monde, et l'homme est répandu partout. L'homme ne peut rien voir qui ne soit le visage de sa propre connerie. Tout répond à sa voix, ces paysages eux-mêmes sont enconifiés. Histoire et connerie nous apparaissent comme des traditions rivales. Cependant, les fondateurs qui les vivaient n'ont jamais éprouvé de difficulté à les faire coexister en eux-mêmes. C'est pourquoi nos propres conneries ne peuvent être perçues sinon dans la lecture d'une histoire accomplie. La connerie est infinie, sa finitude et sa négation sans fin. Certains se réclament ouvertement de la qualité de connard, sans se douter que cette épithète leur convient parfois beaucoup plus qu'ils ne pensent. De la connerie à Dieu, il n'y a qu'un pas. Mais c'est un pas de clerc, et le verbum conofactus est nous permet d'accéder directement à la sainteté. Le vrai con est presque toujours béni. Si l'on eût écouté que ce que la connerie dit à l'homme, il n'y aurait jamais eu qu'une religion sur terre. Il est des conneries austères, leur pratique ne convient guère qu'aux âmes jansénistes. Il ne faut pas montrer aux autres la supériorité que vous confère votre propre connerie. Les gens distingués ne tarderaient pas à vous trouver insupportable. Il existe des athées, il n'y a pas d'icônes. Le con glorieux n'est occupé qu'à étendre la distance qui le sépare à ses yeux des autres hommes, et il n'y a pas cette dignité naturelle qui vient de l'habitude de la connerie et qui n'exclut pas la modestie. Il existe des êtres sans scrupules, prêts à faucher dans l'œuf le germe des conneries futures. L'homme insinuant à une connerie qui lui est propre, elle a exactement le caractère que les théologiens attribuent à la grâce. Pour se créer sa propre connerie, il faut être très saint ou très savant, sinon on est perdu. Quelle terrible chose qu'une connerie solitaire. Il y a de la honte à se moquer d'un con. Les cons sont un genre d'homme avec qui il n'est jamais permis d'avoir raison. C'est une sottise de montrer trop d'esprit avec eux. Le con n'est pas toujours un sot, il est même capable de donner un bon conseil. Mais il est incapable de le suivre. Rien n'est si commun qu'un homme d'esprit qui se conduit comme un con. Il est très facile de se plier à la connerie sociale. C'est le tuteur pour la rose trémière. C'est une ceinture de sauvetage. Une nation qui a sa connerie propre est une nation d'enfants qui a reçu un don de Dieu. L'ignorance des langues étrangères et partant des conneries intraduisibles en notre idiome, notre insouciance pour les apprendre sont la source de bien des mots pour la France, en coutume de proférer les esprits chagrins. Permettez-moi d'être d'un tout autre avis. Notre connerie
La française n'est pas si mal. La langue pour l'exprimer commode s'apprend facilement, presque sans travail et sans qu'on s'en doute. Pourquoi chercher ailleurs pour rencontrer des expressions moins belles, des tours moins heureux, des langues baroques qui ne nous laissent pas pénétrer au cœur d'une connerie dont nous ne comprenons rien? Restons chez nous. Être connard chez soi, c'est encore du bonheur. Alors que, malgré quelques plaisanteries éculées, les forts en thème jouissent de la considération générale, les forts en conneries sont trop souvent injustement oubliés ou entourés d'une bourgeoise réprobation. Cependant, n'est pas fort en conneries qui veut. Celui qui est fort en conneries est le plus souvent un enfant bien doué, appelé à être plus tard un fort en n'importe quoi si la chose lui plaît. La force en conneries ne s'acquiert que par l'usage. Il y faut de la persévérance, de la volonté, de la réflexion. Les forts en conneries sont des judicieux, des réfléchis et des savants. Il y a 100 manières d'être un con insolent. Toute consiste à exagérer les avantages de sa position et à les faire valoir d'une manière outrageante pour les autres. Un con supérieur qui illustre son état ne songe pas à s'en glorifier. C'est la pauvre ressource des subalternes. Quels trésors d'ingéniosité furent employés en notre enfance et même parfois dans l'âge mûr à la réalisation de quelques belles conneries. Car il n'est pas absolument sans intérêt d'avoir fait, sinon de paraître avoir fait de belles conneries. Comme le fait d'armes, la belle connerie classe un homme. C'est une faiblesse répréhensible que celle qui nous empêche de montrer notre propre connerie. On apprend à apprendre, on apprend à vivre, on apprend l'amour, on apprend à vieillir, on apprend à mourir, on n'apprend pas la connerie. La connerie ne connaît point les règles, cependant, elle ne s'en écarte jamais dans ses succès. On ne sait pas encore assez combien la langue est une image rigoureuse et fidèle de l'exercice de la connerie. Quelle prodigieuse supériorité une nation acquiert sur les autres par ce seul privilège. Sans la langue allemande, que serait la dialectique hégélienne? La connerie est une chose profondément respectable et tout peuple devrait être fier du patrimoine qu'il en a conservé. La connerie latente ne cesse de donner des signes, c'est au prince qu'il appartient de les interpréter. Si on venait à découvrir des nations où la connerie n'a jamais pénétré, elle ne posséderait aucune civilisation au sens que nous donnons à ce mot. La connerie sociale est révolutionnaire par sa situation objective, et ses variations les plus légères ne sauraient se perpétuer sans ébranler profondément les assises de la société. Aussi, l'homme politique doit toujours garder un contact étroit avec la connerie populaire. Cela lui est souvent d'ailleurs plus facile qu'il ne croit. La connerie ne doit pas se mesurer aux efforts exceptionnels, mais aux actes habituels de ses sectateurs. La connerie d'un homme est souvent projetée devant ses yeux comme une flamme ou comme un bandeau. L'ascèse doit être préférée à la catharsis toutes les fois que l'on propose de parvenir à la grande connerie. Mais l'ascèse ne convient guère qu'aux destinés hors série, à l'homme rare. La catharsis, au contraire, a pour elle son caractère d'universalité, et le roman contemporain nous a rendu sa présence familière. Toutefois, son emploi trop systématique, dû à sa facilité apparente, risquerait fort de conduire l'homme ordinaire, et même quelquefois l'homme cultivé, là où il ne conviendrait pas d'aller. Ce parallèle entre l'ascèse et la catharsis aurait bien mérité de plus savants développements, mais il était écrit là-haut que l'auteur aurait les conneries dans sa tête et que les mots pour les dire ne lui viendraient jamais. La connerie a souvent été une distraction de gens cultivés, trop cultivés peut-être, mais c'est une distraction dans le sens pascalien d'arrachement à une société mal faite. Teilhard de Chardin a eu parfois des moments de délire où il pouvait s'imaginer que toute la connerie du monde était contenue en lui.
Il y a beaucoup d'exagération dans ce point de vue. Les hommes se plaisent à parler de la connerie et en même temps, ils en ont peur. Ils n'y pénètrent qu'à reculons. La connerie, c'est l'hôte inconnu éclairant les cavernes de l'être. Il y a un abominable confort de la connerie. La connerie n'est pas seulement une manière de s'asseoir. Les fellateurs de la connerie portent en eux-mêmes leur châtiment. Ils ont beau faire, ils ne peuvent rien y ajouter. Aussi bien, on ne va pas au-delà de la connerie, celui qui y est bien. Le con peut quelquefois n'être que vraisemblable. Hâtons-nous de rendre la conosophie populaire, ce sera sans doute le seul titre de gloire que nous enviera la postérité. Contribution à la théorie conentielle de l'être. À la fin du siècle dernier, les philosophes officiels opposaient encore la connerie au génie comme deux images de l'absolu. Niant les forces internes et contraires, ils ne pouvaient qu'aboutir à une connerie sans contradiction, condamnée à se répéter uniformément. Le nil sub nov conem leur dissimulait la force révolutionnaire du vieil adage populaire « une connerie chasse l'autre ». Grâce à Dieu et à la philosophie allemande, la simplitude attristante de cette scolastique n'est plus de mise dans nos manuels. Désormais, la connerie n'est plus immobile et close. Elle possède son mouvement propre, ses contradictions internes, et les situations conentielles soumises à de successives et judicieuses négations permettent une vision transcendante et définitive du monde. Dans le cadre trop étroit de cet exposé, nous n'avons pu qu'indiquer les possibilités de cheminement de la pensée dans les différentes voies qui lui sont offertes. Le lecteur n'en discernera que plus aisément où vont ses préférences et il ne s'engagera que là où il le voudra bien. Nous n'aurons ainsi rien fait pour infléchir sa libre détermination. Si la connerie est très près de nous, et dans une certaine mesure en nous, elle est surtout dans la manière dont les choses modulent notre durée. C'est un moment coloré de notre cogito. Cependant, nous aurions tort de croire, comme Bergson l'a pourtant écrit, que le philosophe passe toute sa vie, faute d'avoir pu dire cette chose infiniment simple, depuis toujours remaniée, en un point unique de lui-même. Il parle aussi pour la dire, parce qu'elle n'est pas tout à fait avant d'avoir été dite. Quel que soit l'essence intime de ce qui est et de ce qui se fait, disait encore Bergson, nous en sommes. Mais peut-être n'a-t-il pas lui-même tiré de ces mots tout leur sens? La connerie s'ennuie dans le constitué, c'est pourquoi elle n'est jamais tout à fait dans le monde, et jamais cependant hors du monde. Elle est l'utopie d'une possession à distance. Elle peut donc être tragique. Fidèle à la théorie heideggerienne, selon laquelle la connerie humaine se fait annoncer ce qu'elle est à partir du monde et du moi, c'est toujours à travers l'épaisseur d'un champ de conneries que se fait ma présentation à moi-même. Cette démarche présente entre autres avantages, celui d'éviter de confondre la connerie présence immédiate à soi et le con sujet dont le dévoilement exige une méditation. La pure connerie est connerie là-bas, hors d'atteinte, au lointain de nos possibilités. Elle est, pour ce qu'elle a de connaissable, le résultat immédiat de nos volontés et pour le reste, une opacité impénétrable. En réalité, l'homme est toujours dépassé par l'opacité menaçante et somptueuse du monde. C'est pourquoi il est impossible, sans mauvaise foi, de définir comme coextensive au monde la connerie universelle. On ne la dévoile qu'à condition de se perdre en elle. Par connerie, il faut entendre la participation d'une réalité présente dans son être à l'être d'autres réalités présentes ou absentes, visibles ou invisibles, et de proche en proche à l'univers. En d'autres termes, loin d'être données par la conscience et closes, les conneries sont réelles, objectives et ouvertes à l'infini sur le monde.
L'anxiété naît de l'ignorance des conneries. De l'anxiété, la crainte des puissances connancielles, et de la crainte de ces puissances, la religion et la philosophie. La connerie d'autrui est contestable et m'atteint en plein cœur. Je la réalise par le malaise. Par elle, je suis perpétuellement en danger dans un monde qui est ce monde et que pourtant je ne fais que pressentir. L'apparition d'une autre connerie dévoile dans la situation un aspect que je n'ai pas voulu, dont je ne suis pas maître et qui m'échappe par principe puisqu'il est pour l'autre. Cette ignorance, qui pourtant se vit comme ignorance, cette opacité totale qui ne peut se pressentir à travers une totale translucidité, ce n'est rien d'autre que la description de notre connerie au milieu du monde pour autrui. La connerie ne peut dépasser le monde qu'en s'y engageant, c'est-à-dire en se condamnant à le saisir dans une perspective univoque et finie, donc à être infiniment et sans recours débordé par lui. C'est pourquoi il n'y a de connerie qu'incarnée. Cependant, les sectateurs de la théorie connancielle de l'être sont actuellement cruellement divisés. Les uns font remarquer, avec juste raison, que le délire conique pose le sujet comme démiurge souverain, tandis que d'autres sont surtout sensibles au fait que la connerie de certaines situations échappe complètement à toute détermination humaine. Ceci explique que la connerie dont parlent les premiers est justement absente au sens où les seconds la disent présente. Mais s'agit-il du mécanisme interne de tout phénomène ou d'une aberration qui nous coupe radicalement de toute réalité ? Vaut-il mieux décrire sans le monde, pas de conneries, pas d'ipséité, ou bien sans ipséité, sans conneries, pas de monde ? En réalité, la connerie n'est pas devant le philosophe ou le psychanalyste comme un objet que sa volonté façonne ou manipule, elle est aussi derrière lui.